Alors, bonjour. Alors, j'arrive aujourd'hui avec une conférence qui porte plus sur la méthodologie à la demande de Francine, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invitée à me joindre au groupe aujourd'hui. Alors, l'objectif, les objectifs de ma présentation va être de présenter des méthodes de recherche en anthropologie juridique, en fait les plus utilisées, et de se demander, en fait, est-ce qu'elles permettent de découvrir les dynamiques du droit dans leur complexité empirique. Alors, c'est une vaste question et Francine, je crois, m'a justement, à juste titre, demandé de parler un petit peu d'où je viens. Ça fait partie aussi de la réalité du chercheur. Alors, j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, postdoctorat en anthropologie, mais j'ai fait 2 bacs en droit. Droit civil, un bac en droit civil et un bac en common law. À McGill, c'était un programme national qui s'appelait le programme national à l'époque. Ce qui fait qu'à l'époque, donc quand j'ai commencé mes études en 91, on y étudiait 2 des 3 grands systèmes de droit occidentaux, parce qu'il y avait encore à l'époque le droit socialiste, qui depuis est en réforme tellement majeure qu'on le considère à tort ou à raison, là, au niveau théorique, comme n'existant plus vraiment. Au niveau pratique, c'est autre chose. Bon. Droit civil comme là, donc, une approche qui est déjà relativement comparative, mais n'empêche une formation de droit, de ce qui consiste dans les 2 grands courants de pensée aujourd'hui, 2 grandes traditions juridiques occidentales, le droit civil et common law. Et pourquoi est-ce que j'ai ensuite été en anthropologie? Parce que, d'une part, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le droit en action. Je ne l'articulais pas comme ça à l'époque, mais c'était ça. C'était de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on respecte les règles? Pourquoi est-ce qu'on désobéit? Et dans la question de la désobéissance, on entre le cas le plus clair, et moi ça a été devenu très clair dans mon cours de droit criminel, pourquoi est-ce que le crime est commis? Et il y a une panoplie de crimes ici, de types de crimes dans le droit criminel. C'est très complexe. Je vais revenir tout à l'heure à la complexité du droit en lui-même. Naturellement que dans les facultés de droit, Elisabeth Mertz en parle très clairement dans un livre récent où elle parle de l'éducation, en fait, l'éducation juridique que l'on reçoit à la faculté de droit en général. Donc, une formation où on prétend une certaine objectivité à des règles claires, etc., etc. Pourtant, les études en droit nous démontrent, et je vais en reparler tout à l'heure, qu'il n'y a rien de clair et que notre objectif, c'est d'apprendre à comment interpréter une loi dans des paramètres définis, ce qui est très différent. Mais il y a aussi en droit tout un courant, Social Legal Studies du côté plus britannique, droit et société, Law and Society, qui sont des courants extrêmement dynamiques au niveau de la pensée, de la théorie des juristes, donc qui se posent toute la question et qui s'intéressent aux questions de pluralisme juridique à peu près, pas toujours, mais dans les mêmes termes que les anthropologues. Enfin, il y a différentes écoles de pensée, mais c'est à ce niveau-là, à mon avis, que le dialogue entre les anthropologues et les juristes s'établit le plus clairement. Bon. Alors moi, je voulais savoir comment ça fonctionne. Et pourquoi je m'intéressais au pluralisme juridique aussi, comment est-ce qu'on pouvait, de façon générale, concevoir la vie, l'ordre des choses d'une autre manière que nous. Et potentiellement être très bien, très heureux, très serein,
je me suis posé la question très jeune. Et mes parents aussi, là, étaient très ouverts à ce type de situation où on pouvait avoir une autre pensée que la pensée occidentale et être de très bonnes personnes et très bien, très heureux. Donc, en fait, j'ai rien réinventé. Il faut donner le mérite à nos parents de nous transmettre des fois des choses, bien sûr, qui vont nous marquer toute notre vie. Et pour moi, je le dis très clairement, ça ne se dit pas souvent ici, mais en Inde, c'est la moindre des choses que de souligner qu'on a eu des parents, qu'on a des parents et qu'on vient de quelque part. Et donc, on n'existe pas en soi-même. Et que pour soi-même et que par soi-même. Vous allez voir, on va en reparler. Alors, qu'est-ce que l'ordre? Qu'est-ce que le désordre? Comment est-ce qu'on fait pour concevoir ça autrement? Comment est-ce donc, dans mon langage à moi, comment est-ce qu'on peut avoir d'autres paramètres de justice qui restent des formes de justice? Bon. Et en plus, je voulais savoir comment ça fonctionne, et donc, bien sûr, en situation de mélange de cultures juridiques, comment est-ce que ça pouvait s'arrimer ensemble. Et je m'intéressais depuis toujours à l'Inde. Bon, alors donc, mon terrain est une longue histoire d'amour avec l'Inde qui commence très tôt à l'adolescence. Donc, totalement subjectif comme choix de terrain. Mais comme on dit, j'ai joint l'utile à l'agréable. Parce que ce fut, et c'est encore, très agréable. Donc, je vous parle un peu de mon parcours parce que il y a des choses que j'aborderai peut-être pas. De toute façon, c'est pour ça la période de questions. Ça vous expliquer un peu le ton un peu, je pense, assez ouvert, mais en même temps, c'est assez simple, ma perception de l'anthropologie juridique dans un sens. Ça se complexifie sur le terrain, bien sûr, et dans l'expérience. Quelques objectifs ici de l'anthropologie juridique, liste absolument non exhaustive. Bien sûr, une étude de la variation culturelle au niveau de l'élaboration de l'ordre social et des moyens de résoudre les conflits. Alors, je reviens ici à quelque chose qui pourrait m'être reproché, qui m'est parfois reproché, à une catégorie qui date des origines de l'anthropologie, la question d'ordre et de désordre. Mais non pas dans une perspective où l'Occident est une société ordonnée et le reste non ordonné. Mais c'est une question de l'ordre social qu'on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. Je déteste cette expression, je la trouve horrible, mais elle dit ce qu'elle dit. Et quand, sur mon terrain, c'est revenu cette idée-là de l'importance de l'ordre, parce qu'en fait, c'est comme ça beaucoup qu'on parle en Inde, l'ordre des choses, l'importance de conserver l'ordre des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais aussi, donc, la variation au niveau des différents moyens de conflit. Donc, l'exploration des résolutions des disputes et des moyens d'assurer la cohésion sociale dans diverses sociétés à travers le monde, y compris la nôtre. Résolution de disputes, mais également comment est-ce qu'on fait pour assurer la cohésion, l'ordre social. Et comme anthropologue juridique, c'est fondamental, à mon sens, de bien comprendre comment les conflits vont se résoudre, comment est-ce que les conflits, pourquoi est-ce qu'ils n'apparaissent pas, et qu'est-ce qui est défini comme un conflit. Donc, les situations aussi de non-conflit. Donc, dans l'ensemble, découverte de diverses cultures juridiques, les catégories juridiques sont apprises et non innées ou universelles. C'est important de préciser que, comme anthropologue, c'est très évident pour nous que rien n'est vraiment inné, c'est rien inné, que c'est pas universel. On a encore de la difficulté à déconstruire cela, alors qu'il y a beaucoup de sociétés, notamment en Inde, où c'est absolument pas nécessaire que ce soit universel. Les Indiens, notamment à travers l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme qui va émerger, ce sont des mouvements de contestation, le bouddhiste et le jaïnisme à la base du système des castes dans le système hindou, n'a aucune visée universaliste. On est hindou, on est hindou. On n'est pas hindou, on n'est pas hindou. Bon. Voilà. Et donc aussi, un autre objectif, c'est d'essayer de comprendre, autant que possible,
la culture juridique d'une communauté ou d'un groupe en particulier d'un point de vue endogène, donc de l'intérieur. Alors, en anthropologie juridique, comme en anthropologie en général, la méthode de base, en fait, la chose de base, c'est donc la question du terrain et de l'observation participante, où idéalement, le chercheur participe et observe durant une période prolongée les sujets de son étude dans leur contexte habituel. Cette technique s'oppose donc à l'étude des sujets dans un contexte de laboratoire. J'ai mis ici une définition classique parce que, bien sûr, les sujets, ça doit inclure aussi le chercheur qui n'est pas dans son contexte habituel. En général, mais ça se peut que oui aussi. C'est plus complexe que ça. Par contre, et là, c'est la juriste qui parle, très important, ça s'oppose à l'étude dans un contexte de laboratoire. Le laboratoire, ici, me rappelant tout ce qui est droit positif. Le laboratoire, le langage, le tribunal, le formel, etc., etc. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là que cette définition-là résonne encore au niveau de quelque chose de bien précis. On vient de le voir. Pourquoi je recule au lieu d'avancer? Ah, bon. Et là, j'arrive. Donc, Malinowski qui nous a parlé, qui a été celui qui a en premier, comme vous savez, articulé la question de l'importance du terrain, de l'importance d'être dans une communauté de manière prolongée, et Malinowski qui a sorti des explications, encore là, c'est pas exhaustif, mais très intéressantes, pour une question qui m'apparaît, comme je vous disais tout à l'heure, très intéressante. Pourquoi obéir? Pourquoi obéir aux règles? Parce que c'est comme ça. Exactement. Mais plus complexe encore, dans un sens, parce qu'obéir aux règles permet de meilleures interactions avec les autres. Alors, il y a toute l'idée de socialisation en arrière de ça. Briser une règle peut nous rendre ridicules aux yeux des autres. Les règles sont mises en œuvre par l'ensemble de la société, selon Malinowski, et elles sont respectées à cause de leur utilité pratique. Bon. Les règles sont sacrées. Donc, cette tendance à voir les règles, les normes, la norme, le normal, comme quelque chose de sacré, quelque chose qu'on ne doit pas altérer. Et si nous les brisons, il faut s'attendre à des punitions surnaturelles. Alors, pourquoi ramener Malinowski ici? C'est parce que, à l'époque où l'anthropologie juridique a commencé un peu à devenir un champ, une sous-discipline, si on veut, de l'anthropologie, on était à une époque où on étudiait l'ailleurs, donc ce qui n'était pas en Occident. Donc, on était dans tout ce débat Occident, c'est l'ordre, et là où il n'y a pas d'État, de tribunal, etc., on est dans le désordre. Bon. D'une part, Malinowski nous a sorti un peu de ça. Ça a pris du temps avant de le réaliser. Je pense qu'il a pourtant sorti des choses assez intéressantes, surtout que maintenant, pour bien comprendre sur n'importe quel terrain, qu'il soit en Occident ou non, et là, je fais une grande catégorie Occident, non-occidental, là, on s'entend qu'on est dans une grande généralisation, mais pas d'un point de vue juridique. On va le voir tout à l'heure. On est donc dans une situation où on est encore, je ne dirais pas les chercheurs comme tels, mais beaucoup au niveau des étudiants et de la population en général. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se révoltent pas dans ces pays-là contre la dictature? Comment ça se fait que les femmes en Inde ne se révoltent pas contre la violence domestique? Pour exactement les mêmes raisons, non? Bon, c'est un peu plate de faire un doctorat pour en arriver à cette conclusion. Parce que c'est un peu du trouble pour rien. Mais, ceci dit,
Parce que, fondamentalement, on est poussé, on est socialisé à obéir. Et qu'il n'y a pas que des désavantages à ça, au contraire. Et qu'il n'y a pas non plus qu'une espèce de simple paresse, une espèce de simple non-questionnement, en fait. Il y a la contingence de la vie qui fait en sorte qu'il faut qu'on fonctionne dans un système donné, si ce n'est que pour manger, que pour avoir un certain statut social, etc. Donc, c'est pas juste simpliste. Sauf que on est tous et toutes là-dedans. Mais les règles vont être définies différemment au niveau culturel. Et bien sûr, qu'est-ce que obéir aussi va être défini culturellement. Alors, à la question du qu'est-ce qu'on fait, en fait, un peu au niveau de la recherche sur le terrain et de l'observation participante, je voudrais vous présenter, en fait, deux méthodologies. On va d'abord parler de ce que j'appelle l'ethnojurisprudence, une ethnologie qui bâtirait en fait une forme de jurisprudence. Donc, je vais l'expliquer. Et après, l'étude aussi de la jurisprudence, qui est peu faite en anthropologie juridique. Et je vais y revenir tout à l'heure pour montrer la nécessité. Naturellement, des fois, c'est difficile comme chercheur de faire tout ça. On est toujours dans des scénarios idéaux. Alors, au niveau de l'ethnojurisprudence, on est vraiment ici dans l'idée d'étudier la résolution de conflits, l'évitement de conflits, l'absence de conflits dans une communauté donnée, un groupe, etc. On est aussi, et on ne peut pas vraiment l'éviter maintenant dans les sociétés en général, maintenant, il y a presque partout des instances où il y a des avocats ou des professionnels de la justice au type de l'idéal du droit moderne. C'est l'étude également de l'observation participante dans les tribunaux. Et aussi, on en a parlé cet avant-midi, toute la question de l'observation dans les organisations, ce que j'appelle parajuridiques, mais en fait qui sont souvent les ONG, les organismes communautaires, etc. Alors, pourquoi rester dans une communauté? Naturellement, on a tous maintenant des terrains qui sont un peu différents. Je me base sur ce que j'avais fait, ce que je continue de faire en Inde, qui est de comprendre, en fait, la société dans une forme de quotidien. Naturellement, qui est toujours régionalisé, qui est toujours localisé dans un sens, sur une assez longue période. C'est dans ce sens-là que je vais parler, les exemples que je vais sortir vont davantage être liés à quoi ça peut servir, comme anthropologue juridique, d'être dans une communauté. Dans mon cas, c'était donc un village en Inde, et je dois préciser donc que je n'étais pas dans un terrain. D'abord, j'ai sciemment choisi un village où il n'y avait pas d'ONG et où il n'y avait pas de groupe officiel ou non officiel de résolution de conflits type ONG. Autant que possible. Hein? Deuxièmement, donc, je n'étais pas dans un terrain de revendication où j'étais dans une situation où il y avait des revendications explicites. Parce que quand on est avec un groupe, avec une ONG ou quand on est associé avec une ONG, inévitablement, on est une féministe, là, je parle de mon contexte en Inde, ou bien non, une blanche qui veut venir apprendre aux Indiens comment faire les choses. Bon. Et je voulais éviter, dans une partie, un volet de mon terrain, ce type d'association-là. Naturellement, je finis toujours par être associé à d'autres choses. Donc,
Le village, dans mon cas, c'était une grande question. Qu'est-ce que c'était pour ces gens-là, les différentes versions de l'ordre des choses? Fondamental, qu'est-ce qui était considéré comme des droits? Maintenant, le discours de droit en Inde est présent. Moi, j'étais dans une situation contemporaine, mais encore plus important, les devoirs. À quel moment est-ce que une situation, peu importe, était déclarée ou vécue comme un conflit? Ou même, est-ce qu'il y avait réellement une impression de conflit? Parce qu'avant de dire il y a un conflit, il faut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment est-ce que ça pouvait émerger? Et aussi, est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice? Bon, le mot justice, injustice est également très connoté là, au plan culturel, mais là, j'essaie d'utiliser des mots. Pour moi, justice est beaucoup plus large que droit. Bon, mais quoi qu'il y a des limites aussi à ce terme-là. Donc, est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice? Et à quel moment est-ce qu'il émerge? Si on identifie un conflit, quelles solutions sont identifiées comme étant à portée de la main, valable, et réellement comme apportant une solution? Donc, quels forums de résolution de conflits sont perçus comme étant accessibles, autres et incluant les tribunaux ou aller à la police, etc.? Est-ce qu'il y a une impression des alternatives qui sont disponibles et réalisables? Alors, les alternatives, c'est quoi? On a beaucoup ça dans notre langage comme chercheurs, les alternatives. En fait, le système de droit étatique est beaucoup plus souvent la solution d'exception, donc l'alternative, que la norme, que la voie de solution privilégiée. Alors parfois, donc quand on est dans la communauté, c'est qu'on apprend à renverser son raisonnement. L'alternative, c'est l'État. Les vrais modes de résolution de conflits sont complètement ailleurs. Bon. Donc l'État comme alternative. L'État qui n'est plus au centre de l'organisation de notre système, de notre façon de voir la justice. L'autre chose, bien sûr, et c'est fondamental quand on est dans une culture qui est étrangère à la nôtre, mais je pense qu'il faut le refaire après aussi, ou quand on revient chez nous, on se resocialise dans notre contexte culturel, parce que il y a des choses qui nous paraissent moins évidentes qu'avant, mais rapidement, il y a tout l'étude, la possibilité donc d'étudier le processus de socialisation. Donc, au fond, les manières par lesquelles les gens assimilent les croyances et des valeurs de leur société. En restant dans une communauté, inévitablement, je ne sais pas, ça peut dépendre des terrains, mais je sais que moi, en Inde, les gens sont extrêmement articulés, qu'ils soient officiellement instruits ou non. Et bien sûr que lorsqu'il y a un climat de confiance qui est établi, et le climat de confiance, ça inclut aussi le fait que vous passez d'une maison à l'autre sans répéter. Tu sais, on dit souvent, ils n'ont pas la même notion de vie privée, vie publique ou de confidentialité. Non, mais quand même. Personne qui veut que l'autre sache ce qui se passe chez lui s'il a décidé de ne pas le dire. Bon, ça peut-être pas vie privée, c'est peut-être pas conçu comme ça, c'est peut-être pas de la confidentialité, de l'anonymat, d'un certificat d'éthique, mais c'est dans les pratico-pratiques, là, c'est la même chose. C'est le respect de la vie et de ce que les gens veulent dire de leur expérience de vie. Et là, donc, une fois qu'on est longtemps, qu'on n'est pas longtemps, mais qu'il y a un certain climat de confiance, il y a inévitablement des dialogues qui s'installent. Et moi,
moi, je pense que, moi, ce qui est une des parties très intéressantes de mon terrain, a été le fait qu'ils m'ont réappris mon processus de socialisation. Ils m'ont réappris comment est-ce que je voyais l'ordre des choses. Quels étaient mes a priori culturels. Alors, j'apprends et c'est dans une remise en cause, en question de mes propres a priori, parce qu'il faut parler de nous autres aussi. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal? Alors, ils ont une idée de qu'est-ce qu'un occidental, qu'est-ce qu'une femme occidentale, qu'est-ce qu'on est supposé faire, pas faire, etc., etc. Donc, soit qu'ils l'explicitent, qu'ils nous l'expliquent qui on est, hein, nous expliquent qui nous sommes, des individus égocentriques, etc., etc. Bon, là, on peut dire non, oui ou non. Hein? Ça, c'est discutable. Mais l'autre ne peut pas toujours avoir tort. Hein? Et donc, quelles sont les normes sociales? Ça s'apprend aussi dans ce dialogue-là. Et qu'est-ce qui est juste et injuste? Autrement dit, ça permet de revisiter ces a priori, du juste et de l'injuste, dans le quotidien des choses. Alors donc, on n'est pas ici juste dans le processus de socialisation. Bien sûr, on ne parle pas juste de l'éducation formelle. Le sens de la justice n'a rien à voir avec le niveau d'instruction, qu'on soit dans n'importe quelle culture. Parce que ça dépend comment on va définir la justice aussi. Ça va dépendre beaucoup de la personnalité de la personne. Il y a aussi, dans les processus de socialisation, c'est une chose qui est plus ou moins possible d'étudier selon nos cultures, mais ce sont, comme anthropologue, l'étude des bons vieux rites de passage. Une raison très simple. Le nom. Les anniversaires. Moi, là, sur mon terrain, mis à part les tout petits, qui à l'époque avaient 5-6 ans, personne ne connaissait son âge. Pourquoi? Bien, parce que c'était enregistré nulle part vraiment à la naissance. C'était plus ou moins enregistré. C'était enregistré plus en retard, donc la date de naissance. Alors que nous, on est sortis du ventre de maman, qu'on est déjà étampé, on a notre fiche, on a une petite photo, le pied sur le baptistère, moi j'ai mon petit pied, puis en vrai, c'était ma pièce d'identité, puis on est déjà marqué, identifié. On a déjà une identité que j'appelle une identité bureaucratique. Il y a d'autres rites de passage qui vont permettre le fait l'idée de nommer quelqu'un, l'idée de lui donner un âge ou de le placer dans une classe d'âge. Mais ça aussi, ça fait partie du juridique. Parce qu'on arrive avec un a priori, c'est que tout le monde a sa carte d'identité. Bien, en Inde, ils sont en train maintenant de faire un immense recensement, ils l'ont fait, mais qui sont en train de créer 1 milliard de cartes d'identité individuelles. À peu près. Je pense que c'est 800 millions parce qu'il y en a qui sont trop jeunes, etc. Autrement, qu'est-ce que c'est la carte d'identité? Homme ou femme, c'est souvent le père de famille qui va vous avoir sur une carte de ration que toutes les familles possèdent et vous allez exister à travers ça. Vous voulez réclamer vos droits, vous n'avez aucune pièce d'identité pour aller à la police individuelle, alors que tout le système est basé sur l'individualité. Donc, également très important, les fonctions sociales de la religion. La religion ici définie au sens très large. Le terrain aussi, parce qu'on parle souvent donc avec cette idée de droit qui est fondamentale, je nommais tout à l'heure les devoirs,
Mais ça permet aussi de voir, moi en tout cas, c'est une des choses qui m'avait le plus marqué, que des fois, il y a des inconvénients à réclamer ses droits dans un contexte donné. Chose très simple, une femme est battue, vous lui dites de dénoncer son mari à la police, même pas comme anthropologue, mais même les travailleurs sociaux indiens vont dire, ben écoutez, c'est parce qu'après, elle n'aura nulle part où aller. Autrement dit, le droit étatique peut créer le désordre. Très difficile d'expliquer ça à des juristes. Mais c'est effectivement la marge entre le droit officiel et le droit en pratique, le droit en action. C'est que le droit mis en action dans un contexte où il n'y a pas toutes les alternatives possibles, donc un arrimage d'autonomie de l'individu, c'est ce que l'on souhaite avoir, eh bien, on met les individus justement dans des possibilités de danger. L'autre chose, c'est, si possible, l'observation au niveau du bureau de l'avocat lui-même. Les avocats, leur travail, c'est de préparer le client à être entendu. D'abord, il y a une sélection des faits qui n'est pas sous le contrôle de la personne qui est victime ou qui réclame ses droits. J'aime mieux parler de réclamation. Il y a une organisation des faits qui est chronologique. Les avocats, qu'ils soient ici ou ailleurs, il y a tout un rôle de traduction. Traduction d'un jargon et, dans certains contextes, traduction de la langue locale à la langue du système juridique étatique, qui se ressemble un peu partout dans le monde. Et très important, l'étude de la relation entre le client et l'avocat. Parce que, effectivement, on peut être soit dans une relation de pouvoir, une relation de confiance et ou les deux. Et l'observation des préparations des causes dans un bureau d'avocat, c'est extrêmement révélateur parce que vous avez toutes sortes d'avocats. Et là, vous apprenez la pluralité, en fait, des systèmes à l'intérieur, en fait, du système juridique lui-même. Et pour ce qui est de l'observation dans les tribunaux, fondamentalement, il n'y a pas que ça, mais au centre de ça, il y a la règle dans les relations, des règles de relation. Façon de se présenter, d'articuler, de dire, de se positionner. Conley et O'Barr, des gens qui vont placer leur discours au niveau de la règle et d'autres au niveau des relations. Les relations ici, c'est-à-dire discours sur les relations, quelqu'un qui va se mettre à parler de la relation qu'il y avait avec l'autre, avec la partie adverse. Le type d'attente qu'on avait vis-à-vis. On parle ici souvent des problèmes de voisinage. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme attente? Qu'est-ce qu'on avait? Quelle était la relation? Bon, des fois, c'était un frère, une sœur qui habitait à côté de nous, qui a coupé notre haie trop courte, ou bien non, qui a empiété sur notre terrain d'un pied. Là, c'est une chicane majeure. Donc, les relations entre les deux parties, mais aussi les relations idéales. Les juges, on le remarque, ne sont pas très ouverts à ce discours-là sur les relations. Ils vont être ouverts, et c'est dans ce sens-là qu'un avocat est un bon avocat. On peut bien le reprocher, mais un bon avocat, c'est quelqu'un qui te prépare à parler des règles et des faits dans une précision terminologique et chronologique particulière. Un rapport au temps qui est particulier. Dans les organismes parajuridiques, j'ai mis ici la petite photo. Ça, c'est à peu près au niveau de l'accès à la justice, si on parle de l'accès à la justice au niveau de l'accès aux tribunaux, parce qu'il
y a d'autres modes de résolution de conflits. Si quelqu'un décide donc d'aller dans les tribunaux, eh bien, ça prend ces intermédiaires, ces médiateurs dont on parlait. Donc, tous les organismes parajuridiques. Aller dans la culture juridique, donc aller au tribunal, d'abord souvent, en cas criminel, c'est d'aller à la police, aller rencontrer un avocat, etc., c'est d'abord et avant tout avoir besoin d'être accompagné. Si l'avocat ne fait pas ça, eh bien, il faut absolument que d'autres le fassent. Et en Inde, c'est florissant, et on manque toujours, mais de ces femmes et de ces hommes aussi, qui accompagnent les gens de fait. Et c'est pourtant considéré comme la justice informelle, alors qu'ils sont souvent essentiels au processus étatique, au processus d'application du droit étatique. J'ai présenté surtout des méthodes, en fait, qui font en sorte que on parle ici, si quelqu'un décide de réclamer des droits étatiques dans un contexte où il y a ces droits-là. Et dans quelle mesure les méthodes de recherche, là, qui sont, c'est pas présenter une liste exhaustive, la question de base, c'est dans quelle mesure les méthodes de recherche en anthropologie juridique ou en anthropologie en général permettent de mieux capter les subtilités des discours et des pratiques liées aux conceptions d'ordre, de désordre, de droit, de devoir et de justice. Bon. Alors, oui, ça aide en partie, mais comme juriste, comme ayant eu une formation en droit, il manquait quelque chose à ces méthodes. Puis, il y en a des anthropologues qui l'avaient fait aussi, mais on en parle moins souvent. Mais c'est toute l'étude de la pluralité juridique à l'intérieur du système de droit étatique. Mais d'abord et avant tout, c'est de bien comprendre notre façon de voir ce qui est juste et injuste à travers le prisme du système juridique moderne. Et qu'est-ce que c'est le système juridique moderne? Pourquoi on dit la bureaucratie juridique? On dit, mais on parle de quoi? Et c'est très dommage, mais dans notre propre éducation, c'est notre socialisation, on n'est même pas capable nous-mêmes de l'expliciter. Ça prend une formation ou un propre recul. Quand on parle que l'anthropologue doit avoir un certain recul autant que possible, mais des fois, le recul ne se fait que lorsque l'on plonge totalement dans les prémices de la façon de penser de notre culture. Alors, c'est pas content d'avoir objectivité ou subjectivité, c'est juste de savoir d'où on vient. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Parmi tant d'autres façons de penser, d'où ça vient? Les caractéristiques principales des institutions, de ces institutions, c'est ce qu'on enseigne en anthropologie juridique, mais qui devrait être enseigné au niveau de la philosophie très tôt dans l'éducation, philosophie ou autre, très tôt dans l'éducation. Qui sommes-nous quand on parle de l'occidental ou des droits occidentaux? Il y a d'autres aspects à ça, mais fondamentalement. Nous provenons d'une culture où il est fondamental. Là, on ne dit pas si c'est bon ou mauvais, là. On parle juste de comment est-ce que ça fonctionne. Le raisonnement. Il y a une application universelle des lois qui sont possibles. C'est-à-dire que les lois et les règles se fondent sur des normes considérées comme étant universelles. C'est le droit naturel. C'est le siècle des Lumières. Il y a des droits, on parlait de dignité un peu plus tôt ce matin, qui sont liés de manière essentielle. Nous aussi, on parle comme ça, c'est comme le système des castes. Hein? L'essence, la nature. Nous autres aussi, on est là-dedans.
La nature humaine nous donne des droits. Le système des castes nous donne des devoirs. Deux résultats différents, mais une idée fondamentale de la nature humaine, de l'essence. J'ai des droits de manière naturelle. C'est le droit naturel. Tous les êtres humains ont ces droits-là. C'est un dogme fondamental de l'Occident, alors que, et donc, c'est un dogme culturel, c'est donc une création culturelle. C'est pas inné, c'est une construction culturelle. Alors, il y a deux aspects à cette application universelle, donc ce que je viens d'expliquer, le fondamental de ma nature, supposément, mais il y a aussi cette idée d'application naturelle qui se décante dans l'autre point, uniformité de la loi sur un territoire défini. Tout le monde sur un même territoire doit être soumis aux mêmes lois. On lutte contre quoi ici à l'époque des Lumières? Bien, on lutte contre les absolutistes politiques et religieux. Alors là, ces principes-là sont, entre autres, selon Laura Nader, pour ne nommer qu'elle, en anthropologie, devenus des dogmes plutôt hégémoniques, des façons de voir hégémoniques. À la base, ces dogmes-là étaient pour donner une parole plus grande aux citoyens des États-nations, en réaction contre le droit divin et en réaction contre toutes sortes d'absolutismes. Donc, les individus ont des droits et des obligations. Une autre chose fondamentale, c'est cette idée de la notion de contrat. Alors, ça serait très long de faire toute une historique, mais fondamental de comprendre que les penseurs des Lumières ont mis au centre cette idée de contrat social, mais qui a découlé donc dans une idée de relation interpersonnelle qui serait basée sur des relations contractuelles. Qu'est-ce que c'est une relation contractuelle? C'est grosso modo une relation qui s'inscrit dans un espace-temps défini et qui implique droits et obligations définis. Autrement dit, si je contracte une dette envers vous, ma mère n'est pas en train de contracter une dette envers vous. Vous n'avez aucun moyen de réclamer l'argent à ma mère ou, si j'avais des enfants, à mes enfants, ou vos enfants à mes petits-enfants. Espace-temps défini, chronologie dont on parlait tout à l'heure, fait, un rapport au temps particulier. Des lois, donc, également, ce système juridique moderne, c'est naturellement toute cette idée de loi qui est générée par une hiérarchie de tribunaux plutôt que par des pouvoirs absolus et par une bureaucratie de professionnels, avocats, juges, policiers, etc. Naturellement, les lois et les règles sont écrites. C'est tout notre rapport anti-oralité, alors qu'il y a beaucoup d'oralité à l'intérieur même du système juridique. Mais c'est l'idéal type. C'est un idéal type. Nulle part cet idéal type n'est appliqué. Mais c'est notre idéal dans lequel on évolue et on regarde l'autre. Et aussi, c'est toute cette idée des procédures rationnelles versus ce qui est arbitraire. Principalement, l'arbitraire ici étant lié à des choses, à des résolutions de conflits qui feraient appel au surnaturel, par exemple, ou au droit divin. Bon. Alors, quand on dit ici, on a des problèmes avec ce qui est religieux, ben oui. Et ça ne date pas de la Révolution tranquille, là, au Québec, là. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Est-ce que ça a effacé les pratiques religieuses, les croyances? Non. Mais au niveau de ce qu'on s'attend du système juridique, comme citoyen, on ne veut pas qu'il y ait cet espace, autant que possible, de religieux, dans l'idéal type, toujours. Donc, on est ici dans une situation où on arrive sur le terrain avec non seulement cet idéal type en tête que l'on prend souvent, surtout quand on est plus jeune, quand on est étudiant,
comme étant quelque chose de réel. Bon, en anthropologie, en général, on finit par le déconstruire. Quand vous parlez à des juristes ou à des gens de d'autres sciences sociales, c'est pas toujours déconstruit. Ça, c'est la réalité. Et tant que ça est considéré comme étant la réalité, aucun dialogue interdisciplinaire n'est possible. Aucun. Alors, on ne parle même pas de dialogue interculturel, là. Non, 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 on n'est pas rendu là. On reste ici dans l'université, puis on essaye de se parler. Bon. Avec les joies que ça nous apporte. Bon. Et enfin, bon, bref. Je ne ferai pas un épisode psychanalytique. Bon, il me reste 4 minutes. Avec la psychanalyse, c'est 7 ans, hein? C'est ça, avec la psychanalyse. Non, moi, j'ai plutôt tendance à couper ce cours. Ça prendra à peu près 4 minutes, je pense. Mais, donc, la question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, en terminant, parce que naturellement, il y a beaucoup de choses sur les méthodes et sur une réflexion, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la centralité de l'individu. Et c'est un gros problème parce que, c'est pas un problème en soi, je veux dire, il y a des grands avantages à ça, mais quand on est anthropologue et qu'on arrive dans des groupes, des sociétés, où l'individu n'est pas le centre du monde, bien, vous arrivez comme anthropologue et vous n'êtes pas le centre du monde. On peut vous voir de différentes façons, ça c'est certain, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous n'existez pas en vous-même. Alors, qui étais-je comme anthropologue? Dans mon petit village en Inde, et même après, ça se décante dans les bureaux d'avocats, les tribunaux, etc. Eh bien, j'étais une jeune femme occidentale non mariée à 29 ans. Donc, il y avait vraiment quelque chose de pas correct avec moi. Et j'étais, a priori, une femme donc extrêmement individualiste qui avait quitté sa famille, ses parents, enfin enfant unique en plus, qui avait abandonné ses parents à l'autre bout du monde, ingrate, etc., etc. J'étais une blanche, colonisation européenne, christianisme. J'étais dans un État où il y avait énormément de mouvements nationalistes hindous qui luttaient contre les conversions forcées, notamment des hindous envers les chrétiens. Eh bien, et en plus, je ne connais rien aux pratiques locales. Bon, c'est bon. Alors, moi, je m'étais fait toutes sortes de scénarios, on fait tout ça. Qu'est-ce qui va me sortir? Bon. Alors moi, pour étudier dans le village la dynamique générale, et c'était d'ailleurs mon intérêt aussi, c'était de voir les changements sociaux qui avaient pris place à travers les questions juridiques. Mais moi, je voulais voir les changements surtout de la position des femmes. Alors, effectivement, et ça, ils avaient tout à fait raison, ils étaient très fiers de me dire que la position des femmes avait beaucoup progressé depuis les dernières décennies, ce qui est tout à fait vrai. La littérature là, que j'avais lue le démontrait. Et de leur point de vue, ils avaient totalement raison d'être fiers. Et moi, je n'ai jamais compris comment on peut exiger en 50, 60 ans à des pays de changer de mode, de façon de voir l'ordre des choses aussi rapidement, si on décide qu'ils ont besoin de changer. Bon, ce qui est une autre question. Eh bien, là, la seule chose que j'ai eu à clarifier, naturellement, là, j'étais au Maharashtra, dans un état particulier de l'Inde, centre-ouest. Je ne peux pas dire que j'aurais eu le même accueil nécessairement partout en Inde, surtout plus au nord, mais encore là, je ne le saurais jamais. Mais ceci dit, il ne faut pas dire en Inde, là, j'étais au Maharashtra. Et moi, j'arrivais là à froid, c'est-à-dire que j'avais un mini-contact avec un directeur d'école, qui est un contact très indirect. J'ai passé de maison en maison pour me présenter. Mais la première chose que j'ai faite, c'est de respecter les institutions démocratiques, parce que l'Inde est très fière de sa démocratie,
C'est pas juste la question, moi, j'ai trouvé ça formidable que c'est une démocratie. C'est qu'est-ce qu'eux considèrent que c'est un progrès. Là, il faut l'adapter à chaque terrain. Je me suis rendue, donc, à l'espèce de ce qu'on appelle le panchayat, le conseil du village, où les gens sont élus. Et j'ai présenté, j'ai parlé qu'est-ce que je venais faire dans leur village. Bon. Et en partant, eux avaient peur que je vienne christianiser. Bon, j'ai dit, écoutez, je vais aller de maison en maison, parler aux gens. Ils disent, tu peux faire ce que tu veux, mais tu as bien fait de venir nous voir parce que sinon, on aurait pensé que tu étais en train de voir christianiser nos villageois. Ça a été la première et la dernière fois que j'ai eu une instruction. Il y a des régions de l'Inde où ça ne se passe pas comme ça, c'est sûr, mais je me suis promenée d'une maison à l'autre. Naturellement, tout le monde observe que je dis la vérité, bien sûr, mais ça, on s'y attend. Et là, on se promène. Et au point de vue juridique, ce qui est intéressant dans cette remarque, je l'ai réalisée après, c'est qu'on me mettait en garde. On te laisse faire si tu respectes l'ordre. L'ordre ici, c'est que tu respectes notre religion. Ça va être, dans le contexte actuel, ce qui est fondamental. Une chance que tu es venu nous voir. Parce qu'on se serait demandé ce que tu fais. À partir de là, bien sûr qu'on m'a surveillé, mais au bout de 2-3 semaines, j'ai aussi compris qu'on avait identifié ma nature. On m'avait placé dans leur ordre des choses du village et qu'on me protégeait. Dans leur manière d'organiser la protection juridique au sens large. Et c'était notamment à travers la famille. Et donc, j'étais devenue un peu la fille du village. Et j'avais lu déjà dans les ethnographies que c'est ça le test à passer. À partir du moment où vous êtes considéré comme faisant partie, comme étant une fille du village, vous êtes protégé. Alors, je vais juste terminer en disant que, sûrement, il y a plein de choses qu'on découvre comme ça, en étant longtemps sur le terrain, mais très certainement, il faut apprendre et réapprendre nos propres idéals types, qui sont de toute façon complètement remis en question sur le terrain parce que, en tout cas, dans le cas en Inde, les gens vous le disent, comment ils vous voient. Bon, comme je disais tout à l'heure. Deuxièmement, on a vu que l'anthropologie juridique avait comme objectif d'étudier la pluralité des formes de résolution de conflits, de l'ordre et du désordre. La pluralité n'est pas toujours vécue comme étant de la pluralité. Et là, on cherche de la pluralité dans un endroit où les gens trouvent que tout se tient. Qu'il y ait différentes castes en Inde, ce n'est pas de la pluralité. C'est comme ça. C'est tout. C'est pas de la diversité. Non, c'est un système qui se tient en lui-même. Et que de tout temps, des gens ont résisté à ce système des castes et de tout temps, les gens ont tenté de le maintenir. Pendant toute l'histoire de l'Inde. Et dans chaque village, vous avez cette réplique des différents mouvements sociaux historiques, même pré-nationalistes, etc., qui ont vécu, qui ont marqué. Alors donc, c'est à la fois comprendre nos tendances à cette fascination, à détecter de la pluralité, vient peut-être du fait, du moins au niveau juridique, qu'on vient d'une pensée fondamentalement universalisante, qui remonte en fait, et là, on pourrait faire plein d'autres conférences là-dessus, sur une pensée judéo-chrétienne. Et donc, le lien entre la religion et le droit est encore extrêmement présent.